Vous me mettez dans une position très difficile, Michel. Non seulement parce que je n'ai absolument pas reconnu la personne dont vous parliez, mais aussi parce que tout le monde va s'en rendre compte durant ma leçon. Mais j'exprime toute ma reconnaissance pour votre générosité et aussi toute ma reconnaissance au Collège de France pour cette désignation qui m'honore. Et c'est certainement ça, pas sans émotion, ni sans un sentiment de profond respect que je me présente devant le public de cette vénérable institution qui a tant œuvré pour le progrès du savoir. Je remercie également à l'université de Chicago, dont la flexibilité, la souplesse et la générosité ont rendu possible cette nomination. Il m'est difficile de résumer en quelques phrases tout ce que je dois à la culture française. Je suis redevable d'abord à la francophilie de mes parents, qui avaient rassemblé à Bucarest une belle collection de livres dans votre langue. Elle contenait pratiquement tous les auteurs classiques, ainsi qu'un grand nombre d'écrivains et de penseurs de la première moitié du XXe siècle. La France, telle qu'on l'entrevoyait dans la Roumanie de mon enfance, était, il y a 50 ans, 60 ans, c'était le pays d'Apollinaire, de Bernanos, de Claudel, de Gide, de Giraudoux, de Julien Green, de Péguy, de Proust et aussi de Sartre, qui venait d'entrer en scène. Ma mère, ainsi que mes mentors d'alors, Philippe Lines, Nicolas Steinhardt et Mihai Chora, admiraient chacun certains de ces auteurs dont les écrits ont accompagné mon adolescence et ma jeunesse. Dans les années 50 et 60, j'ai lu avec passion Camus, Ionesco, Queneau, Simone Weil. Avant mon arrivée en France, à 69, mais surtout dans les années qui l'ont suivi, j'ai participé au débat français sur les rapports entre langage et esprit. Et enfin, dans les années 80 et 90, j'ai beaucoup appris des philosophes français de ma génération, comme Jacques Bouvresse et Jean-Pierre Dupuy, ainsi que de mes cadets, Vincent Descombes, Marcel Gaucher, Jean-Marie Schaeffer, pour ne mentionner que quelques-unes parmi les étoiles, les nombreuses étoiles de cette constellation. Dans le domaine des études littéraires, je dois beaucoup au CRAL, Centre de recherche artistique et littéraire, je crois, et au Centre Europe de l'École des hautes études, qui m'ont souvent accueilli en leur sein, et tout particulièrement à Claude Brémond, qui m'a enseigné la chose la plus difficile au monde, lire. Les travaux de grands historiens de la littérature comme Marc Fumaroli, Michel Zinc, Roger Zubert m'ont fait comprendre la fertilité d'une approche historique qui n'oublie jamais la spécificité ni l'autonomie de son objet. Last but not least, l'amitié chaleureuse et fidèle de Marie-France Ionesco, d'Alain Besançon, d'Alain et de Maria Besançon, de Viviane Alton, de Philippe Roger, d'Éric Vigne et de Georges Liébert m'a encouragé et soutenu le long des années. Et parlant de dette, je ne puis oublier non plus tout ce que je dois à mes collègues nord-américains spécialistes de la littérature, Joe Frank, Caril Emerson à Princeton, David Quint, Hans Ulrich Gumbrecht et George Landy, mais aussi philosophes Charles Taylor, Robert Pippin, Martha Nussbaum et Jonathan Lear. À eux et à tous ceux que je n'ai pas pu nommer puisque la liste aurait pris, disons, toute l'heure, à toute cette heure, ma vive reconnaissance. Donc, comment écouter la littérature? On peut écouter une œuvre littéraire pour y capter les échos du moment historique qu'il a vu naître. On peut y chercher les traces des soucis de son auteur. On peut apprécier la gamme de procédés narratifs et rhétoriques mis en œuvre. Dans Britannicus de Racine, un lecteur informé
identifie sans peine les traces de la réflexion du XVIIe siècle sur la tyrannie politique et sur ses liens avec la tyrannie des passions. Ce lecteur se rend compte, à juste titre, que Racine, disciple de Port-Royal, a longuement médité sur la condition de la nature déchue. Le même lecteur est libre de porter son attention sur les 3 unités de la tragédie néoclassique, sur la noblesse contenue du ton ou sur la musique des vers. Ces préoccupations, admirablement développées par la critique historique, biographique et rhétorique, ne forment pourtant pas l'objet de mon propos. Le lecteur qui m'intéresse ici n'est pas celui qui étudie le texte, mais celui qui s'y abandonne. Celui qui s'y abandonne. En employant cette formule, je vous propose de quitter l'attitude habituelle de ceux, moi-même compris, qui considèrent la littérature comme une cible cognitive, comme un objet d'étude ou d'interprétation savante, pour tenter à la place de réfléchir à la situation de quiconque d'entre nous, vous ou moi, qui lisons Britannicus ou allons voir cette pièce au théâtre et qui, loin de consulter le programme et la préface et les notes en bas de page, nous laissons aller, afin qu'une certaine détente, qu'une certaine intimité s'établisse entre nous et l'œuvre. Une certaine confiance, une espèce de familiarité. Jean-Marie Schaeffer, admirable théoricien de la fiction, dirait, il est peut-être là, mais il dirait « Mes amis, vous êtes sujets à l'immersion ». C'est une notion qui apparaît dans son livre « Pourquoi la fiction ». Vous plongez dans l'univers de Rome impériale imaginé par Racine. Vous traversez l'immense distance qui vous sépare de cette fiction, vous vous y retrouvez, telle Agrippine, sans suite et sans escorte, et vous en acceptez sans broncher toutes les caractéristiques, les alexandrins, la sourdine du style, l'horreur des événements représentés, la sinistre grandeur des personnages. C'est tout à fait juste. Ayant franchi la frontière de la fiction, nous sommes étonnés de ne plus être chez nous. Et pourtant, nous nous adaptons volontiers au paysage qui nous entoure. Il nous est facile de nous fondre dans ce paysage parce que les mondes de la fiction, pour étranges, fantastiques ou bourrés de mythologie qu'ils soient, demeurent toujours pleinement humains. Il n'en saurait être autrement. Et lorsqu'on parle de littérature et d'art, le terme de monde, comme l'allemand Umwelt, désigne un milieu, un habitat humain. C'est la seule famille de monde au sein de laquelle nous sommes susceptibles d'être accueillis et par conséquent la seule à laquelle nous pouvons nous abandonner. Notre affinité avec cette famille est mise en lumière par la facilité avec laquelle, une fois arrivés en son sein, nous sommes prêts à fréquenter n'importe lequel de ses membres, fût-il le cousin le plus éloigné. Je dirais même que les mondes fictionnels lointains, ceux dont nous sépare une distance temporelle ou géographique considérable, sont ceux vers lesquels nous nous déplaçons avec le plus de plaisir. Ces distances, nous ne nous contentons pas de la subir. Le plus souvent, nous la préférons. Au tout début du premier acte de Britannicus, Albine, la suivante d'Agrippine, s'exclame « Quoi ? Tandis que Néron s'abandonne au sommeil, faut-il que vous veniez attendre son réveil, qu'errant dans le palais, sans suite et sans escorte, la mère de César veille, seule, à sa porte. Aucun de nous, ici, n'est un familier des antichambres impériales, et encore moins de celles de l'empereur romain. Aucun de nous n'a jamais rencontré des êtres en chair et os qui parlent sur un ton si solennel.
en vers, pourvu de rimes. Pourtant, nous entrons d'emblée dans le jeu. La force cérémonielle de la tragédie nous séduit, elle nous transporte. Pour citer la formule de Arthur Danto, l'art transfigure le quotidien et j'ajouterais, il transfigure l'humain afin de lui prêter un visage qui, tout en étant le sien, n'est pas toujours immédiatement perceptible comme tel. Comme l'écrit Hegel dans l'introduction à son esthétique, en comparaison avec l'apparence immédiate sensible à ce que nous voyons autour de nous et celle de l'historiographie, ce que nous raconte l'histoire. L'apparence de l'art présente l'avantage d'indiquer quelque chose au travers d'elle-même et de mettre en évidence un élément spirituel qui, grâce à elle, se révèle en tant que représentation. Au contraire, l'apparence immédiate de la vie quotidienne, j'ajoute, ne se présente pas elle-même comme illusoire, mais comme étant le vrai et le réel. Le réel et le vrai. Alors que, pourtant, cette immédiateté sensible rend plutôt le vrai impur et le dissimule. Je cite la traduction Charles Bernard revue par Benoît Timmermans et Paolo Zaccaria. Aussi, l'art en général et la littérature en particulier remettent-ils en question l'ici et le maintenant. Ils défient le visible. D'un geste bienveillant, ils nous élèvent au-dessus des apparences immédiates sensibles, dirait Hegel, ou, pour parler un langage plus proche du nôtre, ils nous permettent d'échapper à la pression et à l'étroitesse de l'expérience vécue. C'est la raison pour laquelle tant de personnages littéraires n'ont pas de correspondant possible dans le monde empirique, qu'il s'agisse de héros de tragédie ou de personnages de comédie et de romans. Ni le Néron de Racine, ni Tartuffe, ni Lucien de Rubempré, ni Jean Valjean ne peuvent être simplement assimilés aux habitants de notre planète. Et lorsque les critiques remarquent que telle œuvre littéraire est aussi vraie que la vie, et franchement, je voudrais bien découvrir une œuvre à propos de laquelle cette remarque n'ait pas été faite. Ces critiques disent au fond que l'œuvre en question indique quelque chose au travers d'elle-même, Hegel, qu'elle choisit un élément idéal, appartenant bien entendu au monde humain, et qu'elle l'invite à se révéler. Lorsque nous nous abandonnons à l'œuvre et que nous quittons notre monde quotidien en faveur de celui qu'elle exhibe, nous nous efforçons donc de suivre à l'intérieur de celle-ci le chemin qui va des apparences qu'elle fait surgir à l'idéalité qu'elle rend sensible et à laquelle nous sommes sensibles, nous, ici et maintenant, bien que souvent l'œuvre vienne de très loin, et que notre intérêt pour elle soit rarement issu d'un véritable intérêt pour les profondeurs historiques dont elle surgit. Comment cela arrive-t-il ? Je ferai un peu d'anthropologie. Comment sommes-nous faits ? Comment suis-je fait, moi, pour que cet oubli du quotidien et que cette immersion dans des mondes si différents du nôtre soit non seulement possible, mais qu'il forme une des activités les plus fréquentes et les mieux aimées à toutes les époques et dans tous les pays. Comment sommes-nous faits pour que l'abandon à des apparences peu familières et l'attention aux éléments idéaux qu'elles évoquent soient pratiqués partout avec tant de passion, comme si ces éléments nous concernaient, nous, directement? Comment suis-je fait? Souvent, lorsqu'on parle de jeu, on y trouve un principe de certitude. C'est ce principe, placé au sein du moi, qui, selon certaines théologies de la Réforme, fournirait aux croyants la certitude de son élection. C'est encore ce principe intérieur qui, selon une tradition philosophique remontant à Descartes, garantirait la validité de nos connaissances. En accord avec Jacques Bouvresse, dont j'ai beaucoup appris, je pense que cette vision de l'intériorité ne résiste pas à l'examen. Et ceci, bien entendu, pour toutes les raisons philosophiques qu'il a si bien mises en évidence dans le mythe de l'intériorité, mais non seulement pour ces raisons-là. Toute notre expérience pratique s'y oppose.
toutes les difficultés que nous rencontrons dans nos rapports avec les normes et avec les biens qui orientent notre vie en témoignent. Le je vivant que je suis est un moi incertain, une pointe hésitante de l'attention, l'étincelle jamais affermie d'une conscience de soi maladroitement mais irréversiblement rattachée à un être qui est né tel jour, dans telle famille, dans tel pays, porte tel nom, va à l'école, se fait des amis, voyage, tombe amoureux, choisit une profession, vote pour tel parti ou s'abstient. Un jeu hésitant faisant partie d'un être déterminé. Un jeu qui n'est pas identifiable aux déterminations de cet être. Car, à commencer par le nom qu'il porte, chacune des circonstances de la vie de cet être aurait pu être différente, sans que le jeu, l'étincelle de la conscience de soi, fugitive, inhabile, mais au fond et après tout assez robuste au sein même de sa fragilité, soit autre. Loin de constituer le fondement abyssal en plus de la connaissance de la morale, ce jeu-là n'est, selon l'heureuse expression de Vincent Descombes, qu'un simple complément de sujet autour du verbe. Dans l'ensemble d'éléments requis pour l'action, le jeu est peut-être l'observateur qui la surveille un peu du coin de l'œil et l'aiguilleur qui tente de l'orienter. Ce jeu, ajouterai-je, appartient à une personne, bien entendu, douée d'une personnalité, d'un passé, d'une épaisseur, d'une physionomie, mais est-il nécessairement et par essence imprégné de cette physionomie? Est-il au courant de toutes ses particularités? Est-ce lui, ce je, qui, seul et sans le concours du monde ambiant, aurait donné forme et épaisseur à la personne qui l'anime? À regarder les choses de près, je suis obligé d'admettre que je ne suis entièrement réductible ni à mes connaissances, ni même à mes mœurs. J'habite ma vie. Je fais des efforts réels pour la comprendre. Parfois, je la sers. Parfois, je la gêne, très souvent. J'essaie de la protéger. Je la guide, en obéissant de temps en temps aux grandes maximes morales, de temps en temps, ou plus modestement, et rarement, à celles du choix rationnel. Mais le plus souvent, en agissant selon mes habitudes. Et ces habitudes, j'essaie, comme tout le monde, de les rendre meilleures, ou à tout le moins, de ne pas trop les laisser se dégrader. Je la joue aussi, ma vie, au double sens du terme. Je la joue comme un acteur joue son rôle, de professeur par exemple, mais également comme un joueur à la roulette dépose une mise. Je vis ma vie, je m'y trouve, j'y participe, je la joue. Et je me trouve surtout parmi ceux qui m'entourent. Il est significatif que beaucoup de langues emploient un verbe qui signifie trouver ou découvrir pour décrire notre position parmi nos proches, comme en anglais, to find oneself, en allemand, befinden sich. Car tout comme nous accédons aux connaissances, non pas en vertu d'une vision intérieure, mais grâce à notre participation aux activités humaines qui les procurent, nous ne nous trouvons nous-mêmes que parmi nos proches, en participant à une vie, en jouant une vie qui n'est la nôtre que dans la mesure où la leur l'entoure. N'étant pas entièrement identique à ma vie, je peux certes faire à tout moment un pas en arrière, me détacher de ceux qui m'entourent, plus particulièrement de mes obligations et de mes engagements envers eux. Dans certains cas, je prends ces distances pour mieux mesurer les enjeux du moment afin d'agir avec efficacité. Dans d'autres cas, je me retire pour de bon, en entraînant avec moi la personne que je suis. Je me désengage. Gabriel Marcel, un des rares philosophes de l'existence à ne pas avoir cru au privilège de l'intériorité, notait que nous n'avons pas le droit de considérer comme facultative notre participation au monde qui nous entoure. Nous ne sommes pas au spectacle, aimait-il à répéter. Je suis celui que je suis, ou celui qui je suis, et celui que je connais,
grâce à la proximité, à la confiance et à l'intimité qui s'établit entre moi et mes proches. Je suis celui que je connais d'abord. Les rares idées justes que nous avons sur nous-mêmes tirent moins leurs origines de l'examen de soi que de la réflexion sur le comportement des autres êtres humains. Comme l'a si bien dit Goethe dans Torquato Tasso, et je cite, « Nul n'apprend à se connaître en consultant son fort le plus intime. Car s'il se prend lui-même pour mesure, il se croit trop petit ou, plus souvent, hélas, trop grand. L'homme se connaît dans ses proches. Et seule la vie nous enseigne qui nous sommes. Celui que je connais donc, celui qui je suis ensuite. Les liens qui m'attachent aux êtres humains, relativement peu nombreux, que j'ai rencontrés sur mon parcours, les liens qui m'attachent à ceux qui m'ont fait confiance ou qui, au contraire, m'ont fermé la porte au nez, à ceux auxquels je suis resté fidèle, comme à ceux que j'ai déçus. Ces liens sont constitutifs de l'être que je suis. Et ces liens-là, je ne peux pas les considérer comme un simple spectacle, sans du même coup anéantir quelque chose d'essentiel en moi-même. Nous sommes jetés au monde, a-t-on écrit, je crois, pour faire mélodrame. Plutôt déposés, dirais-je, déposés sans être enchaînés à l'endroit où il nous a été donné de voir le jour. Je suis profondément redevable à ceux qui, bien ou mal, selon mon goût ou d'une manière exaspérante, ont pris soin de moi, se sont associés à ma vie, l'ont enrichi, l'ont appauvri ou l'ont simplement croisé. Je demeure pourtant, ou je crois demeurer pourtant libre de prendre mes distances à leur égard et de me trouver ailleurs. Je suis tiraillé entre ma dette et ma liberté. Et j'éprouve le besoin de discerner les liens qui m'attachent à ceux qui m'entourent, tout en saisissant du même coup mon irréductibilité à ces liens. Et j'y suis irréductible, parce que la perspective que ces liens m'offrent sur l'univers est, par définition, limitée, et que l'angle de vue qu'ils permettent est nécessairement étroit. J'ai très souvent soif d'autre chose. Quelle que soit la manière dont l'être que je suis accepte sa place dans le monde, je demeure donc aux aguets. J'écoute et je fais attention, parce que l'étroitesse de mon expérience ne suffit ni à mon besoin de comprendre ma vie, ni à ma soif d'autre chose. J'ai besoin des mondes de la fiction pour me séparer provisoirement de la vie que je mène et qui n'est pas tout à fait identifiable à moi-même, sans pour autant déchirer le tissu des liens qui me constituent et qui, eux, ne sont pas un simple spectacle. La littérature crée une retraite imaginaire loin de l'ici et du maintenant, en faisant ainsi émerger, si l'on peut dire, une vie autrement, qui a l'avantage d'alléger la pression et l'étroitesse de l'expérience vécue, sans pour autant rivaliser véritablement avec mon milieu de vie. Évasion, dira-t-on. Oui, évasion. Évasion imaginaire, évasion salutaire. Salutaire précisément parce qu'elle n'a pas effectivement lieu. Et parce que, à l'occasion de la visite dans tel monde de la fiction, je suis amené à méditer sur l'élément idéal qui s'y révèle et qui, miracle, m'éclaire à sa manière, non pas tant sur l'époque de Néron, ni sur celle de Louis XIV, mais sur l'univers dans lequel je vis. Cette évasion imaginaire, hors de notre milieu réel, comporte bien entendu des dangers. Et ils sont à l'origine, ces dangers, à l'origine de l'ambivalence qu'on a toujours éprouvée à l'égard de la fiction poétique et littéraire. D'une part, on y a vu un excellent moyen de divertir et d'enseigner, ainsi de procurer aux êtres humains quelques moments agréables, tout en les invitant à réfléchir
sur de justes maximes, selon le credo humaniste, ou à réfléchir, à l'époque, c'est loin de, sur la maturation culturelle de l'humanité, selon le credo historiciste. D'autre part, on s'est également rendu compte que la fréquentation des mondes de la littérature risque de nous tourner la tête, en nous inspirant des humeurs et des idées dont nous n'avons que faire. Platon, si sensible à ces périls, se serait sans doute bien amusé s'il avait pu lire, si seulement il avait pu lire les mésaventures de Don Quichotte. Il aurait dit « Ah, je vous l'ai dit. » Je laisserai de côté, donc, pour l'instant, la nocivité de la littérature, pour y revenir peut-être, et je me concentrerai ici sur l'attitude plutôt amicale à son égard, celle qui fait confiance à l'œuvre littéraire. Et écartons tout de suite une version simpliste de cette attitude, à savoir la tendance à croire que ces œuvres abritent des vérités auxquelles l'interprétation saurait donner une forme simple et définitive. Car s'il en était ainsi, et si l'art n'était qu'un moyen parmi d'autres d'atteindre aux propositions vraies, l'art, comme Hegel l'annonçait à tort, toucherait à sa fin à une époque où la philosophie, selon lui, les sciences nous procurent des myriades de vérités à meilleurs frais. Or, il n'en est rien. La création de mondes imaginaires se porte à merveille. Ici, j'aurais pu ouvrir une parenthèse sur le monde de Narnia, mais je ne le fais pas. Donc, cette création de mondes imaginaires se porte à merveille en dépit indépendamment des progrès du savoir, parce que le genre de choses que ces mondes imaginaires indiquent au travers d'eux-mêmes ne sont pas des messages qu'une forme propositionnelle saisirait pleinement. De puissantes critiques ont essayé depuis longtemps à discréditer la théorie propositionnelle de l'art, mais je voudrais m'y arrêter un instant, parce que la pratique qu'elle exprime est si naturelle et si commode qu'elle revient toujours à la charge. J'assiste à une représentation de Britannicus, où je lis le texte de la pièce, j'en suis l'action, et je tente d'écouter ce que la pièce indique au travers d'elle-même. Je vois l'empereur Néron hésiter entre ses désirs et son devoir. Je constate que la soif de pouvoir et la passion pour la belle Junie convergent pour exiger le meurtre de son rival Britannicus. Un meurtre que seule la maîtrise de soi saurait empêcher. Une maîtrise de soi qui aussi a des avantages pratiques, je m'en rends compte, car le défenseur de ce choix, Burrus, la conçoit comme le meilleur moyen dont dispose un souverain pour s'assurer le respect de ses sujets. J'observe les deux conseillers, Burrus et Narcisse, se disputer la conscience de l'empereur. Et à chaque étape de ce suspense moral, je ne peux pas m'empêcher d'espérer que le pire sera évité. Je plains et j'admire Junie qui refuse une tête couronnée pour aimer un être banni du rang de ses aïeux. Le but de mon attention est-il de déchiffrer le message de la pièce? Suis-je au contraire en train de m'identifier silencieusement au personnage? S'identifier. Voilà un terme à la fois frappant et vague qui est peut-être utile pour l'instant, surtout si nous gardons à l'esprit l'idée que l'invention des mondes fictionnels est une réponse, une des réponses à cet écart infime entre le jeu et ma vie. Grâce à cet écart, grâce à cette identité imparfaite, approximative, chancelante entre moi-même et la vie et ma vie, je dispose d'assez de flexibilité pour que je puisse m'identifier, mettons, à Néron. J'éprouve donc à dose homéopathique son amour et sa soif de pouvoir. Et j'écoute avec des oreilles proches des siennes les avis des deux conseillers. Par ailleurs, l'empathie que je sens pour Néron ne m'empêche pas de m'identifier également à Junie, à Britannicus, voire à Burrus.
Vous voyez, ce genre d'identification signifie, au fond, revient à se laisser résonner en soi les soucis et les dilemmes des personnages, comme s'il s'agissait d'être pourvus de réalités concrètes. Comme s'il s'agissait d'être pourvus de réalité. Les admirateurs du regretté Wayne Booth auront vu que j'adhère à son idée selon laquelle notre rapport aux œuvres littéraires est semblable à celui qui nous lie à nos proches. Précisons pourtant. Je perçois ce qui se passe dans Néron, dans Junie, dans Britannicus, comme je percevrais les passions et la déchéance d'un ami dont j'entendrais les confidences. D'un ami qui m'aurait prié de l'écouter sans intervenir. À l'entendre, j'aurais certes envie de m'exprimer. Mais votre mère, mais vos amis vous ont bien prévenu, mais pourquoi vous obstinez-vous à faire ceci ou à faire cela quand même? Si, dès le départ, je n'avais promis de garder le silence. De même, à la représentation de Britannicus, j'ai beau partager ma loyauté entre plusieurs personnages, j'ai beau vouloir par la bouche d'Agrippine ou de Bruce persuader Néron ou Junie ou Britannicus. Je ne saurais pas le faire en mon propre nom. Ni l'œuvre, ni les personnages ne m'entendraient pas. Et s'il est juste de dire que j'interroge mentalement l'œuvre et que je l'écoute, il ne s'agit en aucun cas d'une véritable conversation, comme on l'a parfois soutenu. Lorsque, à propos d'une œuvre, la conversation s'engage, elle n'a pas lieu entre le lecteur et l'œuvre, mais entre les divers lecteurs qui réfléchissent ensemble au sens de l'œuvre. Cette conversation présuppose l'écoute, et bien que parfois elle contribue à la corriger, elle ne saurait s'y substituer. L'écoute prime donc, et pour mieux la cerner, considérons-la indépendamment des considérations ultérieures à son sujet. J'assiste donc à la représentation de Britannicus. Je suis activement l'action de la pièce et je réfléchis à ce qui se passe. Si par défaut d'attention, je conclus après le premier acte que Agrippine veut pousser Junie dans les bras de Néron, je me trompe. Agrippine veut pousser Junie dans les bras de Néron est une proposition fausse dans le monde de l'œuvre. La vérité dans ce monde-là est qu'Agrippine protège Britannicus et Junie. À propos d'une œuvre littéraire, on peut donc formuler, au niveau le plus élémentaire, dans ce cas celui de l'intrigue, des propositions susceptibles d'être vraies ou fausses. Cela est pas vrai. Je fais un effort supplémentaire d'écoute et je constate que Néron n'est pas entièrement corrompu dès le début de la tragédie. Celle-ci met en scène, comme vous le savez, comme on le sait tous, la naissance d'un monstre. Fort de cette intuition, ou bien informé parce que j'ai lu la préface de l'auteur, j'observe la perverse naïveté du personnage et le caractère juvénile de sa méchanceté. Son désir démesuré de toute puissance et d'omniscience, si évident dans le deuxième acte, m'effraie. Je réfléchis à l'imprudence de Britannicus, à son ardeur inquiète, à la force d'âme de Junie qui refuse d'obéir au tyran, et peu à peu, à travers le bruit contenu et la fureur mesurée de la tragédie, j'entrevois quelque chose qui ressemble à l'élément spirituel dont parlait Hegel, à savoir que le tyran est lui-même enchaîné à ses désirs et que, en dépit de son deuil, Junie est plus sûre d'elle-même et, tout compte fait, plus libre que Néron. J'ai donc la possibilité maintenant de développer un peu cette intuition et d'arguer que l'univers de la pièce semble régi, entre autres, par une loi, si vous voulez, au terme de laquelle la liberté de choisir, celle de Néron, est aveuglée par les passions et conduit à la tyrannie. La seule liberté véritable ici étant celle de dire non au monde, comme le fait Junie. Et profitant des études sur Racine et son époque, j'ajoute que la réflexion sur ces deux libertés est présente dans la doctrine de Port-Royal, selon laquelle doctrine ces libertés sont infléchies, amoindries, voire ruinées par la nature déchue de l'homme. J'observe que dans cette tragédie, la liberté de choisir mène au crime, et celle de dire non à la mort ou à l'abandon du monde. Le conflit des deux libertés est certes enraciné dans l'histoire de la littérature
et dans celle de la philosophie morale. Lors de l'écoute de la pièce pourtant, ce conflit me fascine, il m'éblouit indépendamment de ses origines historiques ou philosophiques. Il me concerne moi, lecteur ou spectateur. Il m'éclaire sur ma place dans le monde. Et cette description des deux libertés dans Britannicus est elle aussi susceptible d'être exacte ou non. Son exactitude n'est pas cependant réductible à une simple valeur de vérité. Dire qu'Agrippine persécute Junie et Britannicus, c'est faire une erreur. Ne pas comprendre que dans cette pièce, le tyran est enchaîné alors que ses victimes sont d'une certaine manière plus libres que lui, ce n'est pas faire erreur, c'est méconnaître le sens de la tragédie. Méconnaître. Méconnaître, cet admirable mot français que j'emprunte lui aussi à Gabriel Marcel, s'applique surtout aux situations personnelles, comme l'indique l'usage suivant, tiré d'André Gide et cité par le petit Robert. Il se méprend sur moi et méconnaît profondément qui je suis. Le terme anglais « to misjudge » est plus tranchant, plus sévère, parce qu'il évoque la formulation d'un faux jugement. Méconnaître, en revanche, se contente de noter la possibilité manquée de connaître. Méconnaître, c'est rater cette occasion, c'est lui tourner le dos, et c'est presque trahir. Le contraire de ce terme n'est pas simplement connaître, c'est, comme l'indique la citation de Gide, c'est reconnaître quelqu'un pour ce qu'il est, l'apprécier, lui être d'une certaine manière fidèle. L'expression anglaise « to be true to someone » est précieuse ici, puisqu'elle saisit le lien entre vérité et fidélité. Cette reconnaissance, cette appréciation, et, selon le cas, cette fidélité, n'appartiennent pas simplement à l'ordre cognitif. Elles viennent également et surtout du cœur. C'est lui qui accueille, qui reconnaît, qui apprécie et qui demeure fidèle. Fidèle, true, à ce qu'une personne est, et dans le domaine qui ce soir est le nôtre, fidèle à ce qu'une œuvre littéraire dit. Ainsi, voilà, nous sommes partis d'une situation où le lecteur s'abandonne à l'œuvre et par un merveilleux retournement, comme il arrive souvent dans les rapports personnels, cet abandon se révèle être également reconnaissance et accueil. Je m'empresse de dire qu'admettre l'existence de cette faculté d'accueil et de reconnaissance ne revient pas à plaider pour le retour à l'intuition dans les études littéraires, ni à une vision de l'art qui privilégie les facteurs affectifs. L'intelligence du cœur n'exclut pas celle de l'intellect, elle la convoque. Une bonne liste de vices et de vertus m'aide, moi en tout cas, à mieux exprimer mon appréciation d'une personne qui m'est proche. Une bonne connaissance de l'arrière-plan philosophique et religieux de l'époque de Racine m'aide à mieux formuler le contraste entre la captivité du tyran et la liberté de sa proie. Contraste que le cœur reconnaît et apprécie bien avant de pouvoir en exprimer toutes les articulations. La vérité dans de pareils cas n'est pas l'adéquation de la chose et de l'intellect. Elle est l'adéquation du cœur et de l'intellect. Mon propos implique certaines conséquences qui ont trait à la fidélité des interprétations littéraires et dramatiques. Et je dirais même, elle a certaines implications sur les mises en scène dramatiques. Ces conséquences sont évidentes et je n'insisterai pas là-dessus. Si et seulement si nous consentons à ne pas traiter l'œuvre d'art comme objet d'étude, mais si nous acceptons l'idée que cette œuvre fait appel à notre capacité de reconnaissance et d'accueil, nous nous apercevons que, à l'instar des confidences d'un parent ou d'un ami, le sens de cette œuvre est remis à nos soins.
de nouveau une très belle expression française. Ceci ne veut certes pas dire que ce sens nous serait donné une fois pour toutes dans sa parfaite transparence. Il est simplement remis à nos soins. À nos soins. C'est à nous qu'il incombe d'écouter, de méditer ce sens, de le cerner, d'y découvrir au cours du temps des échos qui nous ont peut-être échappé. Mais il nous est remis. En anglais, le seul équivalent que j'ai trouvé, c'est in trust, en confiance. Et nous en sommes, d'une certaine manière, responsables. Le méconnaître, ce sens, le méconnaître ressemblerait étrangement à un abus de confiance. Loin de moi l'idée de faire monter les enchères et de vous proposer, par l'entremise de comparaisons larmoyantes, un barème herméneutique impossible à satisfaire. C'est pas ça. En vérité, ce que j'essaie d'avancer, c'est exactement le contraire. J'ai, comme vous tous, appris à l'école combien l'œuvre d'art dépend de son époque. Et c'est vrai, et je viens de le montrer. Combien différentes l'une de l'autre sont ces époques. Et combien nombreuses sont les choses que nous devons maîtriser pour arriver à bien comprendre une œuvre. Et c'est vrai. La chose la plus étonnante que j'ai découverte en enseignant la littérature, et surtout en enseignant au Canada et aux États-Unis, est que, tout au contraire de ce que j'ai appris, reconnaître le sens d'une œuvre est chose plutôt aisée et naturelle, et que l'accueil et la fidélité viennent, pour ainsi dire, de soi. Il suffit d'orienter son attention et de bien écouter pour que la reconnaissance et l'accueil se produisent. Car, d'abord pour me prendre moi-même comme exemple, comment pourrais-je me sentir, moi qui vis aujourd'hui, si concerné par des personnages comme Néron ou Junie qui appartiennent à la littérature d'un passé lointain. En paraphrasant Shakespeare, je pourrais m'exclamer « What's Junie to me or I to Junie ?» Vous savez, c'est Hamlet qui voit l'acteur qui déclame ces vers à propos des cubes. « What's Hecuba to him or he to Hecuba ?» Comment se fait-il que cet acteur peut être si ému et moi dont le père a été assassiné, continue Hamlet, je ne suis pas ému, enfin, mais je ferme cette parenthèse. Et pourquoi mes étudiants, qui sont souvent fort ignorants des méandres de l'histoire et pour lesquels les siècles sont un petit peu ce que sont les quartiers de Bucarest pour un touriste français qui arrive pour la première fois. Et cependant, ces étudiants découvrent l'Orestie ou le Cid, surtout, avec tant de joie, et sont souvent si capables d'en discerner le sens, au premier abord presque, et sans l'aide d'un savoir, comme Péguy appelait l'enfilement des causes secondes. Je viens de citer l'argent suite, mais je dois immédiatement ajouter qu'à la différence de son auteur, et comme vous avez déjà pu le constater, je ne crois point à l'inutilité de l'histoire littéraire. Non. Péguy avait raison d'observer que celle-ci ne saurait remplacer l'œuvre elle-même. Comme l'a cependant montré l'exemple des deux libertés dans Britannicus, la connaissance de l'histoire est susceptible d'assister l'accueil du sens. L'essentiel est que cette connaissance ne fasse pas écran et qu'elle ne gêne pas l'écoute de l'œuvre. On pourrait ici m'objecter que l'écoute littéraire ne prend pas nécessairement pour cible, comme je l'ai suggéré ici, les éléments existentiels de l'œuvre, et que des notions comme l'accueil et la reconnaissance ne sont en fin de compte autre chose qu'une invitation à l'analyse morale, voire au glissement dans le moralisme. Aux doses, comme dit un de mes amis, aux doses de moraline. Lorsqu'on exprime des réserves à l'égard des causes secondes, pourrait-on également me répliquer, la solution de rechange ne consisterait-elle plutôt à se rallier à ceux qui écoutent la littérature pour jouir de la beauté formelle des œuvres. Et dans ce genre de contexte, on cite toujours Proust, le saint patron de l'esthétisme. Dès qu'on a dit Proust, ça y est. Donc, je cite Proust, l'auteur du Contre Sainte-Beuve,
Pour sa part, lui est de notre avis. Voici ce qu'il confiait plutôt à Roger Martin Dugard. Je cite Proust, c'est une très belle lettre. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais grand souci d'écrire bien. Et j'y réussissais quelquefois. J'écrivais à coup sûr beaucoup mieux qu'aujourd'hui. C'est pour ce qu'il est. Mais plus je travaille, plus je m'aperçois que si on a la passion de serrer la vérité d'aussi près que possible, il faut renoncer à être trop préoccupé par le style. La vérité, l'exacte vérité, le fond des êtres, c'est une chose tellement compliquée, tellement fugitive, tellement difficile à atteindre. Quand on s'enfonce dans ces régions secrètes pour tirer au jour ces 1000 petits riens qui constituent le vrai, il ne peut plus être question d'ordonner savamment une phrase. Si Proust a raison, il s'ensuit que la beauté d'une œuvre littéraire, mais que dis-je beauté, parlons aussi de force, d'impact, de charme, d'attrait, il s'ensuit donc que ces choses ne résident pas uniquement dans la réussite formelle considérée indépendamment du propos de l'œuvre. Sinon, les Incas de Marmontel, je ne sais pas si vous connaissez les Incas de Marmontel, hein? Vous connaissez Hippopée conçue selon les meilleurs canons du métier et qui en plus n'est pas en vain. Hein? Les Incas de Marmontel auraient eu plus de succès que l'histoire désordonnée mais inoubliable de Manon Lescaut de Prévost. La force d'impact d'une œuvre est inséparable de son aptitude à mettre en lumière avec éclat et précision les éléments spirituels dans la terminologie de Hegel, les vérités dans la terminologie de Proust, qui sont remis aux soins du lecteur et dont la reconnaissance fait l'objet de son écoute. Je dirais même que l'esthétique littéraire n'est pas autre chose que l'étude des moyens anciens ou nouveaux, éprouvés ou inédits, qui invitent le public d'une œuvre à reconnaître ces éléments idéaux, ces vérités indiquées par les propos, les personnages et les situations. Dans ma propre recherche, j'ai été amené à me rendre compte que les écrivains n'évoquent pas toujours ces éléments idéaux, ces vérités, à travers des apparences qui se présentent elles-mêmes comme réelles et vraies. Le canon réaliste, en imitant soigneusement les traits sociaux et historiques des mondes représentés, m'est apparu à la réflexion comme l'exception plutôt que la norme. Cette exception admirable a du début du XIXe siècle au début du XXe engendré une multitude de chefs-d'œuvre. La plupart du temps, cependant, la littérature idéalise puissamment les personnages, les situations et les propos, les simplifie, les exagère, les transpose à une hauteur inaccessible aux simples mortels, aux éphémères, ou les projette dans des bas-fonds tout aussi inaccessibles. La procédure habituelle de la littérature, et je dirais de l'art en général, est la transfiguration ostentatoire de l'humain, parfois jusqu'à l'icône et parfois jusqu'à la caricature. L'étonnant et le comble de l'art est que dans l'icône et dans la caricature, nous nous reconnaissons nous-mêmes. Nous nous y reconnaissons. Ou plutôt, nous reconnaissons la présence et l'opération des éléments idéaux auxquels nous avons à faire nous-mêmes au cours de notre existence, à commencer par la tension entre le jeu et notre vie, en continuant par nos liens avec la communauté humaine et en arrivant enfin au bien qui nous envoûte et aux normes qui nous guident. Et lorsque nous retrouvons ces éléments, nous admirons l'habileté avec laquelle l'artiste les évoque à partir d'apparences qui n'ont le plus souvent presque rien à voir avec notre vie quotidienne et qui pourtant nous invitent à nous sentir profondément concernés. Dans le texte de cette leçon, je devais continuer en disant « Je reviendrai dans mes prochains cours à la nature de ces admirations ».
je vous assure, c'est déjà fait. Et j'esquisse ici quelques thèmes dont j'ai déjà parlé, quelques autres dont je parlerai. Les choix philosophiques sur lesquels s'appuie mon propos, coché. Une réflexion sur les quelques éléments idéaux évoqués par la littérature au cours des siècles, en particulier à la manière dont elle a envisagé la non-coïncidence entre l'individu et son destin, la liberté d'action, l'appel des idéaux normatifs. Faites en partie, je continue demain. Si je réussis, je me pencherai enfin sur les différentes voies empruntées par les artistes dans leur effort pour rendre possible, inévitable même dirais-je, l'écoute et l'accueil fait à la vérité de leur œuvre. J'en ai pour encore 5 minutes. Et avant de conclure, je voudrais m'attarder quelques instants sur la question de la séduction et de la surprise du sens. J'ai devant moi Néron qui déclame, sur un ton sincère et pourtant vaguement histrionique, son amour pour Junie. Voilà comme, occupé de mon nouvel amour, mes yeux sans se fermer ont attendu le jour. Mais je m'en fais peut-être une trop belle image. Elle m'est apparue avec trop d'avantages. Narcisse, qu'en dis-tu? Je dois faire un effort pour distinguer dans la sourdine du vers classique la véritable émotion. Mes yeux sans se fermer ont attendu le jour et la complaisance envers soi-même. Narcisse, qu'en dis-tu? L'art qui les représente est un art où les nuances sont d'autant plus agréables à découvrir qu'elles demeurent presque imperceptibles. Il se fonde sur l'existence de conventions, a-t-on dit, plutôt d'habitudes, je dirais, artistiques bien établies, la séduction que l'œuvre exerce étant le résultat d'une alliance entre familiarité et nouveauté. La surprise du sens est d'autant plus efficace qu'elle se détache ici sur un arrière-plan dont la stabilité est tenue pour acquise. Et j'insiste là-dessus. J'insiste parce que je suis persuadé que cette alliance, tout en étant particulièrement évidente dans le cas de l'art néoclassique, appartient en réalité à un ordre plus général. La réflexion romantique et moderniste sur les arts a beaucoup insisté sur l'exigence de spontanéité, sur la supériorité du se faisant par rapport au tout fait, sur l'excellence du germe, du tout neuf, censé être infiniment plus précieux que l'habitude et que la mémoire, dont les effets conduiraient, nous assure-t-on parfois, au durcissement et à la mort. Je crois que l'importance de ces oppositions, pour réelles qu'elles soient, a souvent été exagérée. Ce qui remplace immédiatement le germe n'est pas la mort, mais l'éclosion du vivant. Et le tout neuf ne cède guère le pas au tout fait, mais conduit plutôt, au bout d'efforts exemplaires, à l'art de bien faire. J'emprunterai mes dernières paroles de ce soir à Robert Marteau, grand poète et ami fidèle, dont les vers célèbrent infiniment mieux que je ne saurais le faire la parenté immémoriale entre l'art et l'accueil du sens. Nous connaissons par la parole, en fable habillée, ce qui nous fut avant notre aube confié, afin que nous puissions vivre où nous fûmes mis. Aussi viennent-ils, les vivants, boire à la vasque, imitant les oiseaux que tant d'artistes ont sculptés ou peints ou composés en mosaïque selon la tradition des muses. Mangez, buvez, le livre est ouvert, la parole dite. Merci.